Et si toutes ces difficultés qu'on peut ressentir au quotidien, eh bien si ce n'était pas une fatalité, mais plutôt la pièce manquante d'un grand puzzle? C'est une question importante. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les recommandations officielles en France sur le diagnostic de l'autisme à l'âge adulte. C'est un parcours qui reste encore assez méconnu, mais qui pourtant peut littéralement changer une vie. Ce sentiment constant d'être en décalage, l'épuisement après des interactions sociales qui semblent si simples pour les autres, ou encore avoir des centres d'intérêt qui sont tellement dévorants, beaucoup d'adultes vivent avec ces défis sans mettre de mots dessus. Alors oui, la question se pose. Pourquoi aller chercher un diagnostic formel? Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors là, il faut être très clair, et les recommandations officielles le sont aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le but, ce n'est absolument pas de coller une étiquette. Non, c'est un peu comme si on cherchait la bonne clé pour la bonne serrure. L'idée, le véritable objectif, c'est de permettre une meilleure adaptation, mais une adaptation mutuelle, c'est-à-dire ajuster l'environnement aux besoins de la personne, et pas l'inverse. Ok, alors pour y voir un peu plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va parler du diagnostic à l'âge adulte, puis des signes et de la fameuse triade. Ensuite, on verra que c'est un processus en 2 temps. Après ça, on va regarder comment évaluer pour mieux accompagner, et enfin, comment tout ça mène à la construction d'un projet personnalisé. Allez, on attaque la première partie, le diagnostic à l'âge adulte. Et pour commencer, on va déconstruire quelques idées reçues. Parce que, soyons honnêtes, s'il est si difficile d'envisager un diagnostic tardif, c'est souvent à cause de mythes qui ont la vie dure. Et les textes officiels, justement, sont très clairs là-dessus. Premièrement, l'idée qu'un diagnostic serait inutile pour les adultes. C'est faux. Il n'est jamais trop tard. Ça peut apporter des réponses et vraiment améliorer la qualité de vie, peu importe l'âge. Deuxièmement, est-ce que c'est juste un truc de psychiatrie? Absolument pas. C'est une approche globale qui regarde la personne dans son ensemble. Et enfin, le cliché que l'autisme ne concernerait que les garçons? Non, c'est complètement faux, même si on sait aujourd'hui que les manifestations peuvent être différentes. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de ménage dans ces fausses croyances, passons à la suite, les signes et la triade. Concrètement, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se poser des questions? C'est la première étape du chemin. Et ça, c'est un point de départ, mais alors fondamental. C'est la personne elle-même qui est au centre. Les recommandations insistent vraiment là-dessus. C'est un droit de se poser des questions, c'est un droit de chercher de l'info, et c'est un droit de lancer la démarche. La légitimité, elle vient de soi. Point. Alors, quand on envisage un diagnostic, les professionnels vont s'intéresser à 3 grands axes, 3 domaines principaux. Imaginez un peu les 3 faces d'un même prisme. C'est ça qu'on appelle la triade autistique. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette triade? Bon, d'abord, les interactions sociales. Ça peut être, par exemple, la difficulté à décoder les règles sociales non dites, l'implicite. Ensuite, la communication. Ça peut aller de la difficulté à tenir une conversation à des façons bien particulières de s'exprimer. Et enfin, le 3e point, les comportements et les intérêts, qui sont souvent décrits comme restreints, répétitifs. Mais attention, c'est aussi, et surtout, une immense source de joie et d'expertise. Ok, passons à la pratique. Comment ça se passe concrètement un diagnostic? Eh bien, le processus officiel est très bien fait. Il est structuré en 2 grandes étapes qu'on peut voir comme 2 piliers qui se soutiennent l'un l'autre. Voilà ces 2 piliers. D'un côté, il y a le diagnostic médical, le diagnostic clinique. Son but, c'est de poser un nom sur un fonctionnement en se basant sur les classifications internationales comme le CIM ou le DSM. C'est la partie, on va dire, officielle. Mais de l'autre côté, et c'est tout aussi fondamental, il y a l'évaluation fonctionnelle. Et là, on s'intéresse à la personne dans sa vie tous les jours. Quelles sont ses forces, ses compétences, ses défis bien sûr, mais aussi ses envies, ses objectifs. Et attention, ça ne se fait pas tout seul dans un coin. C'est un vrai travail d'équipe. Pour avoir cette vision complète, à 370 degrés, on a besoin d'une équipe interdisciplinaire. On parle de psychiatres, de psychologues, d'orthophonistes, d'ergothérapeutes. Bref, plein de regards différents qui se croisent pour comprendre la personne dans toute sa complexité, et pas juste un seul aspect. Justement, zoom sur cette fameuse évaluation fonctionnelle. Son but, et c'est vraiment le cœur du sujet, ce n'est pas de faire la liste des défauts ou de ce qui ne va pas, non. Le but, c'est de comprendre en profondeur comment la personne fonctionne pour identifier ses forces, ses vrais besoins, et à partir de là, proposer un accompagnement qui ait vraiment du sens pour elle. Et là, on touche à un changement de perspective qui est majeur. Vous voyez, ces fameux comportements-problèmes, eh bien, les recommandations nous disent de complètement changer notre regard. On ne les voit plus comme des problèmes, mais avant tout comme une tentative de communication. Peut-être un signal pour dire « j'ai mal » ou « il y a trop de bruit, je suis en surcharge sensorielle » ou tout simplement « je n'arrive pas à dire ce dont j'ai besoin ». Et regardez comme cette évaluation est complète. On balaye tout. La communication, le langage bien sûr, les interactions sociales, la cognition, c'est-à-dire l'attention, la mémoire, mais aussi le profil sensoriel et moteur,
comment la personne perçoit le monde. On regarde aussi les émotions et bien sûr les intérêts spécifiques. Et là, on ne les voit plus comme des obsessions bizarres, mais comme de vrais moteurs, des forces. Le but, c'est vraiment d'avoir un portrait ultra personnalisé, unique et nuancé. Et voilà, on arrive au but de tout ça. C'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Parce que le diagnostic, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est tout le contraire. C'est une rampe de lancement. C'est le point de départ pour construire ensemble avec la personne un chemin pour son avenir. Pour vraiment comprendre à quel point les passions personnelles sont au cœur de cette démarche, il y a cette citation qui est tirée directement des documents officiels. C'est David, un adulte autiste, qui dit « Ce que j'aime beaucoup, ce sont les cochons d'Inde. Grâce à eux, j'ai pu guérir des maladies des hôpitaux. Ils sont ce qu'il restera de moi sur Terre. » C'est incroyablement puissant. Ça montre que ce qui compte vraiment pour la personne, c'est ça, le point de départ de tout. Alors, comment le construit ce projet de vie? Surtout, ce n'est pas un document qu'on range dans un tiroir. Non, c'est un processus vivant qui se fait en 4 grandes étapes et où la personne est au volant à chaque fois. D'abord, on rassemble toutes les infos. Ensuite, on fixe les objectifs. Ensemble, c'est crucial. Puis on définit les aides, les soutiens concrets. Et le plus important, peut-être, on réévalue tout ça très régulièrement parce que la vie, eh bien, ça bouge. Et s'il y avait un seul mot pour résumer toute cette philosophie, ce serait celui-ci: autodétermination. C'est quoi? C'est tout simplement l'idée de permettre à la personne de reprendre le contrôle, de tenir le gouvernail de son propre navire. C'est lui donner les outils pour qu'elle puisse faire ses propres choix, prendre ses propres décisions et être au final l'architecte de sa propre vie. Finalement, tout ce cheminement nous laisse avec une question fondamentale, qui est un vrai changement de perspective. La question qui est posée ici, et si l'objectif au fond n'était pas de changer la personne, de la réparer? Et si au contraire le véritable enjeu était de construire un environnement, une société où chaque personne avec sa neurodiversité peut enfin s'épanouir?